Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, renforcement des liens de sécurité entre le Qatar et Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, réforme du système agroalimentaire pour préserver la planète lors de la Banque mondiale qui a sonné la sonnette d'alarme. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, une délégation de haut rang de la gendarmerie nationale du Qatar, la Lakuya, dirigée par le général de division Moubarak Farhan, a effectué une visite officielle à Djibouti le 4 mai dernier, à l'invitation du haut commandement de la gendarmerie nationale. Cette visite fait suite à une mission dirigée par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale au Qatar en novembre 2023. Témoignant de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales dans le domaine de la sécurité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, a accueilli la délégation qatari comprenant 4 officiers de la Lakuya, en présence de son Excellence, M. l'ambassadeur de Djibouti au Qatar et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. La visite du ministre de la Défense et l'échange des cadeaux qui a suivi ont renforcé les liens déjà solides entre Djibouti et le Qatar, exprimant son soutien à une coopération plus étroite entre les gendarmes des deux pays. Le ministre a rappelé que la sécurité et la stabilité dans la région, les cadeaux échanges ont symbolisé non seulement l'amitié entre les deux nations, mais aussi leur engagement commun envers la sécurité et le bien-être de leurs citoyens. La visite des différentes unités de la gendarmerie par le colonel Zakaria Hassan Aden a permis aux hôtes qatariens d'avoir un aperçu précieux des capacités opérationnelles de l'institution djiboutienne. Cette immersion dans le quotidien des forces de l'ordre non seulement renforcé la compréhension mutuelle entre les deux parties, mais a également jeté les bases d'une collaboration plus étroite dans le futur. En partageant leur expérience et leurs meilleures pratiques, les gendarmes qataris ont pu bénéficier des enseignements tirés par leurs homologues djiboutiens, renforçant ainsi les liens de camaraderie, de partenariat entre les deux institutions. Une session de travail a ensuite réuni la délégation qatari et l'état-major de la gendarmerie nationale dirigée par le colonel Zakaria Hassan Aden afin de discuter des domaines potentiels de collaboration entre les deux forces de gendarmerie. Cette visite de 5 jours revêt une importance particulière, marquant une étape majeure dans le renforcement des liens entre les gendarmeries qataries et djiboutiennes. Les deux institutions, toutes deux membres de la FIES, à savoir la Force internationale des équipes de police, œuvrent ensemble pour jeter les bases d'un partenariat historique qui contribuera non seulement à renforcer la sécurité et à la stabilité dans la région. Culture à présent, où je vous dis dans le titre, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, a procédé à la réouverture du centre de développement communautaire entièrement rénové de la cité du Stade. Outre la ministre, à cette réouverture du CDC rendu flambant neuf au terme des travaux de réhabilitation des parlementaires, le président de la commune de Blaus, le sous-préfet du 2e arrondissement, les conseillers techniques de la ministre et plusieurs hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture étaient présents. Étaient présents également l'ensemble des responsables des CDC, les représentants des mouvements associatifs du quartier, les membres du conseil communautaire de la cité du Stade, les grandes figures et les hommes et femmes leaders et plusieurs représentants des associations de jeunes. Rappelons que le CDC de la cité du Stade est historiquement la deuxième plus ancienne maison des jeunes de la République de Djibouti, après celui de Hadj Didi, en cours de réhabilitation également. Il a pu bénéficier du programme national de rénovation totale de la première génération des CDC comme celui de Langela, qui a déjà permis en fonctionnalité optimale de Hadjidé et de carte 7 bis qui bientôt réouvriront leurs portes pour accueillir les nouveaux programmes d'insertion socio-économique des jeunes. Rappelons aussi que les CDC sont des plateformes indispensables de la politique de développement communautaire. C'est pourquoi le ministère leur accorde toute son attention. Après la traditionnelle coupure de redons, une série d'interventions des personnalités participantes ont ponctué l'événement. Les populations de la cité du Stade ont exprimé leur enthousiasme de retrouver leur CDC flambant neuf, entièrement rénové et équipé de matériel dernier cri. Les habitants ont remercié la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son engagement à faire de cette structure un lieu vivant
de rencontres et d'échanges interactifs où puissent émerger des réflexions visant la promotion de la créativité, de l'innovation ainsi que le développement communautaire dans l'harmonie et la cohésion. Aujourd'hui, on est au CDC des Stades, un des premiers CDC de la République de Djibouti, qui a été construit dans les années 60. Donc, on est là aujourd'hui pour la réouverture après une réhabilitation qui a duré près de 6 mois et sans oublier un équipement neuf de toutes les salles de ces CDC. De nouvelles activités qui ont été introduites, c'est la salle de spectacle, une salle dédiée uniquement pour ce qui concerne l'art de scène, à savoir les danses traditionnelles, les danses modernes, les théâtres, les chansons et les répétitions. La salle de l'atelier de contes est dédiée à la transmission des langues nationales. Pour cela, des ateliers de contes en langue nationale seront organisés dans cette salle, sans oublier la poésie, la littérature et les nouvelles en langue nationale. On a aussi équipé un coin de lecture pour la petite enfance. Je remercie aussi le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a orchestré ces réhabilitations et aussi ces rééquipements de ces CDC. Et je suis sûre qu'il ne sera pas les derniers ni les premiers dans cette démarche de redynamisation des centres de développement communautaire. Eh bien, lors de la réouverture, le député a vivement exhorté les populations du stade à mieux profiter de cette belle structure à leur disposition. C'est félicitant au passage de la persévérance du Dr Hibo Moumin Assoué, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, dont les efforts pertinents sont louables dans les perspectives d'offrir à la jeunesse et à la communauté, avec l'appui du gouvernement, les moyens pour se développer. De son côté, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, a dans son intervention indiqué qu'au terme de plusieurs mois de réhabilitation, le CDC de la Cité du Stade est complètement rénové, avec des locaux équipés de matériel de pointe en informatique comme le e-sport, sans parler des terrains des sports réaménagés pour retrouver leur opérationnalité au-delà des activités récréatives, ludiques et éducatives. Le CDC devrait être un espace adéquat pour la mise en œuvre des solutions durables contre l'oisiveté des jeunes, la délinquance juvénile, l'usage des drogues, mais également une plateforme de choix pour l'accompagnement de l'insertion socio-économique et culturelle des jeunes. Enfin, la ministre a invité les populations du stade à s'approprier et à prendre soin de ce joyau tout en le rendant utile avec un rendement optimal. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'Institut national de l'administration publique qui a abrité une cérémonie solennelle de remise des certificats de fin de formation en anglais avec la collaboration de l'ambassade des États-Unis. Cette formation dispensée par un expert américain s'est étalée sur près de 4 mois au sein de l'INAP au bénéfice des employés des départements ministériels du pays. Sous la présence de M. Abdallah Ali, secrétaire général du ministère de l'Emploi, et en présence de M. Mohamed Awale, secrétaire exécutif de l'administration et de la réforme, ainsi que de M. Sharmak Idriss, directeur général de l'INAP, et de Mme Aïda Suleiman, directrice de la formation à l'INAP. La cérémonie a également accueilli M. David Kisling, attaché culturel de l'ambassade des États-Unis, et les participants venus des différents ministères. Au cours de cet événement significatif, 41 participants ont été honorés pour leur engagement et leur réussite dans cette formation cruciale. Des échanges de cadeaux ont ponctué cette journée mémorable, suivie des séances, des photos en famille pour immortaliser l'occasion. Mme Aïda Suleiman, directrice de la formation à l'INAP, a exprimé sa profonde gratitude envers l'ambassade des États-Unis pour leur soutien continu dans la promotion de l'enseignement de l'anglais, une collaboration qui s'inscrit dans la durée avec cette 4e édition. Elle a également encouragé les participants à préserver et persévérer dans leurs efforts en anglais, soulignant ainsi l'importance cruciale de cette compétence dans le milieu professionnel. Cette cérémonie de remise de certificats marque un jalon dans le parcours de développement professionnel des participants, renforçant ainsi l'engagement de l'INAP à fournir des formations de qualité pour répondre aux besoins du secteur public. Besoin d'être recruté
on lui dit, est-ce que tu parles anglais? Dans les zones industrielles, allez au port. Allez même dans l'Internet, même de la recherche. Toutes les recherches maintenant dans les domaines spécifiques sont en anglais. C'est pas que le français n'est pas important, mais c'est pas vendable aujourd'hui. On a besoin de se vendre. Donc, vous nous avez aidés pendant 4 ans. Je pense qu'ils sont 41 aujourd'hui. En tout, quand j'ai regardé, en 4 ans, nous avons formé 250, 266 à peu près. 266, c'est pas beaucoup. Nous attendons beaucoup de vous. Et nous aussi, on a fait l'effort parce qu'il y a une équipe, il y a une organisation, il y a énormément de gens qui travaillent derrière. Nous allons également renforcer l'équipe. En bref et en image, et ce communiqué qui nous est parvenu du consulat de Djibouti à Dire Dawa, dans le souci de faciliter le séjour et de garantir le bien-être des vacanciers djiboutiens. Le consulat de Djibouti à Dire Dawa tient à les informer des dispositions à prendre lors de votre voyage. Pour les touristes djiboutiens, le consulat a le plaisir d'annoncer que vous bénéficiez d'un visa gratuit d'une durée de 3 mois à votre arrivée. Il est cependant impératif de se munir d'un passeport avec une validité supérieure à 3 mois. À la fin de votre séjour de 3 mois, avec visa gratuit, vous devez retourner dans notre pays. Vous avez la possibilité de revenir pour un deuxième séjour de 3 mois gratuit. Pour les touristes motorisés, le consulat exhorte à tout solliciter une autorisation de séjour de 3 mois à la frontière. Il vous recommande vivement d'éviter de circuler la nuit en raison du trafic intense des poids lourds éthiopiens sur la route numéro 1. Lors de votre passage à la frontière, veuillez présenter vos documents de voyage aux autorités compétentes pour la proposition du tampon d'entrée ou de sortie. De votre arrivée à Dire Dawa, le consulat demande à vous enregistrer auprès du consulat afin qu'il puisse assurer le suivi et la sécurité de tous les vacanciers djiboutiens pendant leur séjour. En cas d'incident ou de besoin d'assistance, veuillez contacter le numéro d'urgence fourni par le consulat. Eh bien, l'ensemble du personnel du consulat vous souhaite un agréable séjour à Dire Dawa. Restez à votre disposition pour toute information complémentaire. Fin de communiqué. Et hier soir, c'était la 4e et dernière soirée compétitive de Djib Talent, du 8e de finale, qui avait débuté hier soir à grande pompe. Cette soirée compétitive des jeunes talents avec comme d'habitude 8 candidats en lice. L'ambiance était au rendez-vous au studio numérique de la radio-télévision de Djibouti avec un public effervescent qui manifestait un engouement particulier pour cette soirée musicale compétitive. Un casting qui concerne des jeunes artistes chantant dans les 2 langues nationales, Afar et Somali, de la capitale et de toutes les régions du pays, suivi d'une animation soutenue avec des artistes nationales très appréciés et suivis tant pour leur performance musicale que pour leur voix mélodieuse. La radio-télévision de Djibouti était visiblement à pied d'œuvre pour garantir que la télé-réalité des Djib Talent de la 4e soirée de 8e de finale atteigne un public aussi large à travers les canaux de diffusion des plateformes numériques en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a somme toute joué un rôle prépondérant dans la sensibilisation, la mobilisation et l'invitation des jeunes à ce programme. En ce sens, le ministère de la Jeunesse et de la Culture reste une pierre angulaire pour le succès de cette télé-réalité que le Djib Talent. Le moment fort tant attendu de la 4e soirée du 8e de finale avec la proclamation des résultats des gagnants. Eh bien, ces résultats sont surtout Absana remporte la première place avec une note de 16,49 sur 20 et la deuxième place revient à Yassine avec une note de 16,45 sur 20. Par ailleurs, nous avons pour la langue Afar Mohamed Saïd qui a remporté la première place avec une note de 15,03 sur 20 et la seconde place est revenue à M. Ahmed Mohamed Abdallah qui a remporté la seconde place avec une note de 14,79 sur 20. Eh bien, lors du studio de la radio-télévision de Djibouti, l'émission était suivie en direct partout dans le pays et notamment dans les centres de développement communautaire de la capitale et des régions de l'intérieur. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti a visité hier soir
les différents CDC de la capitale, notamment le CDC d'Arhiwa, pour constater la participation des jeunes pour l'émission Jeep Talent. Les jeunes qui ont suivi en direct cette quatrième et dernière soirée compétitive du Jeep Talent, des huitièmes de finale, les responsables de ce programme ont réussi à éveiller l'engouement des jeunes pour cette télé-réalité en les faisant affronter et jouer ensemble dans un esprit de saine camaraderie. Jeep Talent, un casting qui n'est pas simple, divertissement, mais relève bien de l'intérêt partage, mettant en valeur l'aspect culturel et linguistique des deux communautés, à savoir l'Afar et le Somali. Direction Arta, où les recenseurs ont entamé cette opération dans la région et sa sous-région, dans le cadre d'une opération de collecte de données d'envergure. Ces agents se sont lancés dans un périple à travers les villages, les quartiers et les zones rurales, armés de questionnaires et dispositifs de collecte de données. Cette initiative, qui a pris de nombreux résidents par surprise, vise à obtenir une image précise de la population locale afin d'informer les politiques publiques et les programmes de développement. Les agents du recensement ont sillonné toute la région, frappant aux portes et posant des questions sur une variété de sujets allant de la taille des ménages aux sources de revenus, mais aussi leur habitat et autres. Les autorités du recensement ont souligné l'importance de la participation de tous les résidents de cette initiative, soulignant que les données collectées joueront un rôle crucial dans la prise de décisions éclairées en matière de développement. Ils ont également assuré que toutes les informations recueillies seraient traitées de manière confidentielle et utilisée uniquement à des fins statistiques. Le recensement de la population est essentiel pour comprendre les besoins de nos communautés et élaborer des politiques qui répondent efficacement à ces besoins, a déclaré un responsable du recensement. Nous encourageons, a-t-il dit, tous les habitants de la région d'Arta à participer activement à cette démarche afin de garantir que les données collectées reflètent fidèlement la réalité locale. Alors que le recensement se poursuit dans la région d'Arta, les résidents sont invités à coopérer avec les agents du recensement et à répondre honnêtement aux questions posées. Leur participation active contribuera à façonner l'avenir de leur communauté en fournissant des informations précieuses pour la planification et le développement. Et enfin, dans l'actualité nationale, dans la page sport, l'équipe des jeunes talents de la garde républicaine, Barré Football Club, a amorcé son entrée dans le tournoi international des pupilles des Pomplins avec une performance historique, remportant avec succès ses premiers matchs de la compétition, affichant une détermination sans faille sur le terrain. Les jeunes footballeurs de l'académie de la garde républicaine Barré Football Club ont déjà accumulé 4 points après leur deuxième première rencontre. Les propulsants ainsi en tête des tableaux de ce prestigieux tournoi. Le chef d'état-major de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali, a exprimé ses félicitations à l'équipe djiboutienne pour leur remarquable prestation allant dominer les meilleures nations du football présent. Cette performance exceptionnelle confirme le talent et le dévouement des jeunes joueurs qui représentent avec fierté leur pays et leur club sur la scène internationale. Le mondial pupille de Pomplin, créé en 1986, attire chaque année des centaines d'enfants venus des 4 coins du monde, offrant une plateforme unique pour le développement et la mise en valeur des futurs talents du football.
Il convient de rappeler que ce tournoi a été le tremplin de nombreux grands noms du football international, tels que Zidane, Henry, Peter Sech et Nasri, soulignant ainsi son importance dans la détection et la promotion des jeunes prodiges du ballon rond. Le Bari Football Club continue de briller sur la scène mondiale des jeunes talents et ses exploits au tournoi des pupilles de Poplin ne font que renforcer sa réputation en tant que pépinière de champions en devenir. Mon neveu qui est dans l'équipe des jeunes Djiboutiens, c'est vraiment un bonheur, un plaisir de le voir, nos jeunes Djiboutiens en France. Et d'ailleurs, ils jouent assez bien. J'espère qu'ils vont aller trop loin dans ces tournois et qu'ils vont faire la fierté de notre pays et de voir Djibouti, le drapeau de Djibouti au fin fond de la Bretagne, c'est vraiment que du bonheur. Aux Djiboutiens, vive le Djiboutien! Régional à présent, la ville de Mogadiscio témoigne d'une renaissance remarquable malgré son passé tumultueux. Alors que les cicatrices des conflits passés s'estompent, la capitale somalienne se forge un avenir florissant, attirant l'attention des investisseurs internationaux et redéfinissant son paysage urbain. Les signes de progrès sont manifestes. Les vieilles structures sont remplacées par des bâtiments modernes. Les rues grouillent d'activités commerciales et les marchés prospèrent. La sécurité, priorité absolue, est solidement établie grâce aux efforts concertés du gouvernement somalien. L'expansion territoriale est également en cours avec Mogadiscio, s'étend désormais jusqu'aux régions de Bas-Chabelle et du Moyen-Chabelle, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement. Cependant, ce renouveau n'est pas son lot de défis. Les prix élevés des loyers suscitent des préoccupations parmi les habitants. Un locataire local partage ses observations sur les fluctuations des prix, tandis qu'un propriétaire d'appartements moderne offre un éclairage sur les réalités du marché locatif. Face à ces défis, l'administration de la région de Banadir, représentée par le vice-président des travaux publics, est interpellée. Les plans visant à atténuer la pression sur les prix des loyers sont au cœur des préoccupations de l'administration, démontrant ainsi son engagement envers le bien-être de la population locale. Eh bien, malgré ces défis, l'attrait de Mogadiscio pour les investisseurs demeure indéniablement. Des projets novateurs et les opportunités sont enfin offertes pour la capitale somalienne, témoignant de son statut de destination de choix pour les acteurs du marché immobilier. Et dans l'actualité internationale, au Sénégal, un Boeing 737 transportant 85 personnes est sorti de la piste à l'aéroport de Dakar, la capitale du Sénégal, blessant 10 personnes, a déclaré le ministre des Transports. C'est ainsi que le ministre des Transports, El Malik Ndiaye, a déclaré que le vol d'Air Sénégal opéré par Transair s'est dirigé vers Bamako, mercredi en fin de journée, avec 119 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel de cabine. Les blessés sont soignés dans un hôpital, tandis que les autres ont été conduits dans un hôtel pour se reposer. L'aviation Safety Network, qui suit les accidents des compagnies aériennes, a publié des photos de l'avion endommagé dans un champ herbeux entouré des mousses anti-incendie sur le compte Twitter. Un moteur semble être brisé et un aile est également endommagé selon les photos. Autre actualité internationale, cette fois-ci au Proche-Orient, alors que leur ville est sous les bombardements de l'armée israélienne, les habitants de Rafah sont sur le chemin de l'exode. Des fumées noires, comme vous le voyez sur les images, se dégagent d'un immeuble à Rafah, témoignant de l'intensité des bombardements de l'armée israélienne sur cette ville de l'enclave palestinienne. Face à ce chaos et à l'imminence d'une attaque terrestre, Rafah, c'est vite au moins 80 000 personnes ont quitté cette ville surpeuplée selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Ainsi, selon l'ONU, en revanche, aucune aide humanitaire n'était disponible côté palestinien. Le président américain a menacé de ne pas plus fournir certaines armes à Israël en cas d'invasion de Rafah. Et enfin, dans l'actualité internationale, le système alimentaire mondial doit être réparé parce qu'il rend la planète malade. Ce constat, s'il emmenait d'associations ou des groupes politiques écologistes, n'étonnerait guère, mais il est formulé ici que par la Banque mondiale dans un rapport publié mardi intitulé « Recettes pour un monde vivable ». Le secteur représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, mais longtemps a été relégué à l'arrière-plan de l'agenda climatique par rapport aux enjeux d'énergie, d'industrie ou de transport pour lesquels le développement de quelques technologies clés pour réduire l'amplement les émissions, observe la Banque mondiale.
Eh bien, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bonne soirée et bon week-end à vous.